Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme et je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de GoWDW, le podcast. Si vous nous suivez sur notre chaîne YouTube, vous l'avez compris de quoi on va parler aujourd'hui avec le masque que je viens d'arborer. Et oui, on va parler de Star Wars Galaxy's Edge. On en parle quasiment dans tous les épisodes parce que c'est un land hyper immersif de Walt Disney World. Mais on avait envie de faire un épisode un peu plus global avec un passionné qu'on va retrouver tout de suite après le générique. C'est parti. Go WDW, le podcast. I only hope that we never lose sight of one thing, that was all started by a mouse. To all who come to this happy place, welcome. Et salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de GoWDW, le podcast consacré à Star Wars Galaxy's Edge. On va recevoir tout de suite notre invité que je suis ravi également de retrouver, c'est Tony. Salut Tony. Salut, Comment vas-tu ? merci beaucoup pour l'invitation. Bah écoute, ça va super, on va parler de Star Wars et j'adore parler de Star Wars, donc ça va très bien. Oui, évidemment, c'est pour ça que je t'ai invité. Ta voix dit sans doute quelque chose, ton visage dit sans doute quelque chose à beaucoup de monde qui suivent un petit peu l'actualité de la sphère Disney, mais en quelques mots, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, donc moi c'est Tony, de mon vrai prénom Anthony, je mens à tout le monde depuis des années. Donc je fais des podcasts Disney depuis quelques années maintenant, on avait commencé avec Main Street Actu, puis je me suis lancé dans Just Dream It, et puis avec d'autres copains on a lancé aussi un podcast Star Wars, une galaxie pas si lointaine, et puis j'ai repris un peu aussi YouTube depuis peu avec justement avec Disney World en fait, hein. C'est ça qui m'a donné envie de m'y remettre. Et il y a quelques vidéos qui se passent là-bas, notamment des vidéos à Galaxy's Edge. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup, effectivement. Et puis, tu as eu l'occasion d'aller à Walt Disney World plusieurs fois. Une première fois où tu étais tout petit. Et puis, tu y es retourné il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Exactement, ouais, j'y suis allé, j'avais 3 ans. On avait fait que le Magic Kingdom à l'époque, j'ai pas beaucoup de souvenirs, beaucoup de photos. Mais il y avait un petit quelque chose en moi qui voulait évidemment y retourner. Et puis bon, la passion Disney a grandi en moi depuis que je suis tout petit. Et donc c'était un de mes grands buts dans la vie, c'était de retourner à Disney World. Une fois au moins, et puis probablement maintenant quelques fois de plus. Ça y est, tu as eu le virus maintenant, t'es piqué. Tu vas forcément y retourner, d'autant qu'il y a là-bas Star Wars Galaxy's Edge. Voilà. Star Wars Galaxy's Edge, c'est le land consacré à l'univers de la Guerre des Étoiles, un univers dont tu es un grand fan. C'est pour ça que j'ai décidé de t'inviter sur cet épisode consacré à ce land dans le parc Hollywood Studios. On va le détailler en long, en large et en travers, évidemment, dans cet épisode. Mais voilà, c'est en quelque sorte un épisode Trip Report, un épisode dans lequel tu vas nous raconter un petit peu ton voyage. Donc on va peut-être commencer par une appréciation générale. Alors on va taire ton âge, mais plusieurs années après ton premier voyage, qu'as-tu pensé de Walt Disney World ? Mais c'était pour moi vraiment une... Bon, j'en avais fait que Magic Kingdom à l'époque et bon, j'avais 3 ans, donc ça fait quand même quelques années. Je m'en souvenais pas forcément super bien. J'ai adoré, vraiment. Alors, comme tout le monde, il y a des choses que je préfère. Bon, on compare toujours à Paris puisque c'est le parc qu'on connaît. Je pense que comme tout le monde, il y a des choses que j'ai préférées à Paris. Il y en a quand même beaucoup que j'ai préférées à Disney World. Mais ouais, c'était un rêve d'enfant. J'ai eu la chance d'y aller avec ma femme et ma fille. Ma femme qui avait jamais voyagé hors d'Europe, donc c'était aussi un grand pas pour elle. Ma fille qui elle non plus n'avait jamais voyagé hors d'Europe, et j'ai pu lui montrer ça enfin ma fille a 10 ans. Donc c'était vraiment le bon moment pour lui montrer parce que elle a pu toujours le voir avec ses yeux d'enfant, mais en même temps elle s'en souviendra encore toute sa vie, quoi. Pas comme moi quand j'avais 3 ans. Bon, nous on était dans la famille, ils habitaient pas très loin, on en avait profité. Et donc ouais, j'ai beaucoup apprécié. On est parti 18 jours. Donc beau voyage quand même, mais malgré tout trop court. Alors qu'on a fait que du Disney, on n'a pas fait d'Universal, on n'a rien fait d'autre, on est vraiment resté à Disney. Mais on serait resté une semaine de plus, ça passait, quoi. C'était vraiment. Bah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps. Il y a tellement de choses à faire que même 18 jours, on n'a pas le temps de faire le tour de Walt Disney World. En vraiment. témoigne ce land Star Wars Galaxy's Edge dans lequel on va se plonger aujourd'hui. Un land comme celui-ci, pour en voir un, il faut forcément traverser l'Atlantique. On voit mal un land comme celui-ci arriver chez nous à Disneyland Paris.
il était prévu une partie Star Wars Galaxy's Edge dans le Disney Adventure World à un moment donné. Le projet a été abandonné et on le sait, Tony, tu es d'accord avec moi que même si un jour on a un land Star Wars à Disneyland Paris, on sera pas sur cette dimension-là. Non, je pense que ce niveau de détail, ce niveau d'immersion sera jamais atteint. Parce que c'est un budget, c'est énorme. Et puis il y a des choses qui peuvent être faites à Disney World qui seront, enfin, je pense à Smuggler Run, je vois pas ça à Paris en fait, avec des Espagnols, des Italiens, des Allemands et des Français dans le vaisseau, ça ne fonctionnera pas. Donc déjà ça marchera pas. Et puis il y a beaucoup de fans Disney en Europe, contrairement à ce que Disney laisse croire. Il y a beaucoup de fans Star Wars, pardon, en Europe, contrairement à ce que Disney peut laisser croire. Mais je pense pas qu'il y en ait suffisamment, qu'il y ait un niveau de fanitude suffisamment grand pour vraiment vouloir vivre à fond cette expérience. Donc voilà, je pense que j'aimerais beaucoup que ça arrive en Europe, ça me permettrait d'y passer beaucoup plus de temps, mais je crois que ça n'arrivera pas, en tout cas pas avant quelques années. Et t'as dit le mot, en fait, finalement, c'est plus qu'un land, c'est une expérience, Star Wars Galaxy's Edge. Dès qu'on rentre, on est plongé dans l'univers de la guerre des étoiles. On ne cesse de le répéter à travers nos épisodes, mais là, on le dit à chaque fois, même quand on n'est pas fan, on est bluffé. Alors toi, en tant que fan, t'as sûrement dû voir des petits détails que nous, on ne voit pas. On est rentré par le tunnel donc qui vient du côté des Muppets, qui pour moi, enfin moi je voulais absolument rentrer par là parce que je savais que de l'autre côté je voulais voir le faucon dans les dernières choses parce que je me dis ok, quand je verrai le faucon je vais pleurer, donc autant garder ça pour la fin. Et donc on est rentré du côté des Muppets. Alors le fait qu'il y ait un tunnel t'as vraiment l'impression de te déplacer vraiment loin, et parce qu'il y a ce tunnel en fait qui te casse complètement le reste du parc. C'est vrai. Et tu rentres là et waouh, c'est incroyable. On voit assez rapidement un wing. Bon, alors c'est pas mon vaisseau préféré, mais on le voit assez rapidement. Et il est là, il est posé là, comme si juste quelqu'un s'était garé là avec son wing et puis était allé faire ses courses, quoi. Enfin, on se dit voilà, il y a le resistance supply qui est juste à côté, la petite échoppe. En fait, il pourrait juste être garé là, aller chercher quelques ravitaillements et puis repartir. Ouais. Et c'est tellement immersif, c'est vraiment incroyable. En fait, ce que j'ai dit à ma femme quand on est rentré dedans, j'ai dit ok, là on est dans Star Wars, vraiment, c'est tellement impressionnant. Alors ma fille a regardé Star Wars après qu'on soit à Galaxy's Edge, parce que c'est ça qui lui a, en fait, ça lui a donné envie de voir Star Wars. Donc ça aura au moins eu ce mérite-là. Ma femme n'est pas fan de Star Wars du tout, elle les a vus, mais bon, voilà, pas sans plus. Et même elle m'a dit ok, je comprends que t'aimes bien ça, parce qu'on était vraiment, enfin, on est dedans. Ouais, et alors on est dans Star Wars, mais il y a quelque chose qui avait un petit peu chiffonné les fans à l'ouverture en 2019, c'était que Disney prenne des libertés avec cet univers de Star Wars et invente une nouvelle planète. On est sur Batuu quand on est à Star Wars Galaxy's Edge. Les fans disaient on aurait bien aimé être sur Coruscant, être sur Tatooine. Là, on est sur Batuu. Est-ce que toi, ça t'a gêné, ou est-ce que quand on est dans ce land, on retrouve quand même tout l'univers? Alors, je pense qu'une planète comme Tatooine aurait ravi les fans parce que bon, c'est la planète mythique. Maintenant, c'est principalement du désert, donc ça aurait été un peu, je pense, assez vide. C'est vrai. Donc je crois que c'est pas une si mauvaise idée que ça d'avoir créé une nouvelle planète. Alors j'étais de ceux qui ne prêchaient que par une planète existante qu'on connaissait déjà, et bon voilà. J'avoue que ça m'avait un peu déçu. Honnêtement, une fois sur place, on retrouve tous les codes de Star Wars. On voit des vaisseaux, mais qui ont vécu. On voit des magasins, des petites échoppes, mais qui ont vécu aussi. On voit un peu ce mode souk, un peu comme ça. La cantina, elle est un peu sale. Malgré tout, on voit que ça a vécu, qu'il y a de la vie dedans. Depuis aussi, Batuu est devenu canon puisqu'ils l'ont rajouté dans des livres, notamment dans les 2 séries sur Throne de Timothy Zahn. Donc ils ont quand même incorporé un peu de la planète à l'univers. Bon, alors ça fait a posteriori évidemment, mais ça marche, et sincèrement ça me choque pas. Vraiment, une fois, maintenant que je l'ai vu, ça me choque plus. J'aurais bien aimé un Yavin 4, ça aurait été top, mais évidemment, comme ils voulaient faire ça dans la période de la postlogie, c'était un peu compliqué. Tu parles chinois là pour moi, hein, mais alors Yavin 4, c'est la planète sur laquelle il se trouve, enfin c'est la lune sur laquelle il se trouve dans l'épisode 4, quand il décolle pour aller attaquer l'étoile noire, là où la première étoile de la mort, dépendant de comment on la traduit. Et donc avec le temple et tout, enfin du coup c'était pas mal, mais ça se donnait pas vraiment, enfin c'était juste
une base rebelle, donc il n'y a pas de vie autour. Ouais. Ici, ils ont quand même réussi à faire un tour de force qui est incroyable, notamment, quand on rentre vraiment juste, par où je suis rentré, on rentre vraiment du côté de Rise of the Resistance, et en fait, on voit pas qu'il y a une attraction là, alors que c'est un truc immense, mais on voit juste une petite entrée comme ça, alors qu'en fait, c'est une attraction qui est incroyable, et qui est assez impressionnante, et enfin très grande aussi. Et en fait, c'est tellement bien caché, c'est tellement bien. Enfin, on est vraiment immergé. De manière générale, je trouve que les parcs Disney sont très très bien faits. On n'a pas trop d'incursions de l'extérieur, etc. Bon, de temps en temps, on est dans un land, on voit un bout d'un autre land. Galaxy's Edge, c'est au-dessus de ça. On est vraiment, on prendrait quelqu'un, on lui dit pas qu'il est dans un parc d'attractions. Faudrait le séquestrer un petit peu avant pour qu'il perde un peu, pour qu'il soit désorienté. Mais bon, évitons cette partie-là. Mais on prendrait quelqu'un et on le mettrait là-bas. Il pourrait croire qu'il est vraiment sur une autre planète. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui est impressionnant, c'est que quand t'es à Star Wars Galaxy's Edge, t'as plus l'impression d'être à Hollywood Studios. T'as l'impression d'être vraiment même pas dans un autre parc. T'as l'impression d'être sur Batuu, quoi. Exactement. C'est ça qui est fou. Et les casts sont excellents pour ça. Je voulais acheter donc on y est allé notre deuxième jour. On avait commencé par le Magic Kingdom. Mais j'avais dit, ok, on commence par le Magic Kingdom, mais on fait Galaxy's Edge en deuxième. Hein, c'est obligatoire. Et du coup, on a fait. Je cherchais un Magic Band Star Wars. Et je suis allé donc à une des échoppes et je dis tiens, j'ai pas vu de Magic Band Star Wars. Et puis ah non, il me dit ah non, pour ça vous devez retourner sur Terre. Et elle était vraiment en mode roleplay. Mais vraiment à fond, quoi. Elle me dit, vous devez retourner sur Terre, vous prendre une navette, etc. Mais attention, la Terre, c'est un peu loin, il faut changer de galaxie, etc. Donc ça, le voyage sera un peu long, mais vous pourrez le trouver. Et quand vous arriverez au terminal Star Tours, il y a une boutique à la sortie et vous pourrez les trouver là-bas. Ah, génial. Mais c'était génial, quoi. Bon, j'ai la chance de parler anglais correctement, donc j'ai vraiment eu toutes les petites subtilités, etc. C'était génial. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'on ne trouve là-bas que des choses qu'on pourrait acheter dans l'univers Star Wars. Donc il y a pas alors je crois qu'il y a quelques peluches mais d'animaux Star Wars, mais par exemple on va pas trouver une peluche de Stormtrooper. Il y aura pas. C'est pour ça il faut aller à la boutique qui est à côté de Star Tours. Donc c'est vraiment, ils ont vraiment poussé le détail jusque, moi je trouve très très loin, et puis tout est là, quoi. Il y a le moindre petit détail, il y a des droïdes qui sont, il y a des droïdes qui sont alignés un peu partout, etc. Ils bougent pas, mais en fait s'ils bougent, on le voit pas forcément parce qu'il faut vraiment y prêter attention. Je suis resté dans le land la première fois, je pense 2 bonnes heures, ce qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais je serais resté la journée, moi c'était bon. Mais je suis vraiment resté assez longtemps dans chaque zone pour voir tous les petits détails, tout ce qui bouge, etc. Il y a plein d'animations à faire aussi si on a le Magic Band ou l'application My Disney Experience. Il y a des jeux dedans à faire, il y a faut jouer le chasseur de primes, etc. C'est un land. Pour moi, ça peut être facilement une visite d'une demi-journée dans le land sans s'ennuyer, vraiment. Ouais. T'as en quelque sorte fait un petit peu le sommaire de cet épisode, puisqu'effectivement, c'est un grand land, tu l'as dit, il y a plusieurs entrées. Il y a 2 attractions dans Star Wars Galaxy's Edge, Smuggler's Run Millennium Falcon pour piloter le Faucon Millennium, et l'autre attraction c'est Rise of the Resistance, considérée par beaucoup comme la meilleure attraction au monde. Star Wars Galaxy's Edge, c'est aussi des restaurants, c'est aussi des boutiques, tu l'as dit, des expériences avec notamment ces jeux qu'on peut faire avec le Magic Band. On va détailler tout ça dans cet épisode. Après avoir évoqué un petit peu l'ambiance générale, on va s'attaquer quand même aux gros morceaux que sont les attractions, parce qu'on est quand même dans un parc d'attractions. Et on va commencer par Smuggler's Run Millennium Falcon, piloter le Faucon Millennium. Tu seras d'accord avec moi, c'est le rêve de tous les fans de Star Wars. Là, rien que d'en parler, j'en ai encore des frissons. C'était la première fois on l'a fait 2 fois, je crois, sur le séjour. On n'a pas eu l'occasion de la faire plus, malheureusement, parce qu'il y avait quand même beaucoup de fils. Et donc on l'a fait, on s'est retrouvé gunner, donc artilleur. Ma fille et moi, et ma femme était ingénieur. Donc on n'a pas été pilote, bon, un peu dommage. Mais déjà là, du coup, ça permet de voir un peu ce qui se passe. C'est un simulateur qui est incroyable. En plus, je suis fan de technologie, je suis informaticien à la base, donc je sais comment ça fonctionne derrière, je sais ce qu'il faut comme puissance de calcul pour faire ce genre de choses. Et moi, ça m'a fasciné, c'était incroyable. Alors déjà, rien que la file d'attente, on passe derrière le Faucon Millennium. Enfin, c'est le Faucon Millennium, quoi. C'est vraiment lui. Ouais. C'est. Non, mais il est impressionnant. Déjà, rien que ça, rien que de voir le Faucon Millennium au milieu de ce land, c'est juste déjà très impressionnant. Mais pouvoir rentrer à l'intérieur et piloter la cabine,
Je veux dire, c'est juste incroyable. Et comme tu le dis, l'expérience est différente même si tu le fais plusieurs fois parce que tu peux à la fois être pilote ou artilleur ou ingénieur. Donc, l'expérience n'est pas la même à chaque fois. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, t'as vraiment ces 3 postes-là. Donc, la première fois qu'on l'a fait, on était artilleur. Bon, c'était assez marrant. Bon, évidemment, principalement, le but, c'est d'appuyer sur le bouton au bon moment. Donc, on a 3 boutons, je pense. Et puis, notamment, à un moment, on lance des torpilles à photons qui sont très drôles à lancer. Et puis après, il y a un petit score avec ce qu'on a fait comme point. La deuxième fois, on a eu la chance d'être pilote. Donc, c'était ma fille et moi qui étions pilotes. Ma femme était du coup artilleur. Et alors là, j'ai fait un sacrifice incroyable. C'est là que je me suis rendu compte que j'étais devenu un père. C'est que le pilote de droite, c'est lui qui fait le passage en vitesse lumière. Le pilote, donc il faut savoir que le pilote de gauche, si je me souviens bien, contrôle l'inclinaison au bas, et le pilote de droite, je crois que c'est gauche-droite ou c'est l'inverse. Enfin, donc c'est pas complètement un pilote qui le fait, mais il y a que celui de droite qui fait la vitesse lumière. Et j'ai laissé ma fille aller à droite, sachant que c'était elle qui ferait la vitesse lumière. Et c'est beau, ouais, c'est un beau sacrifice. Honnêtement, je suis très fier de moi, vraiment. Et même ma femme m'a dit ah mais je pensais que tu te serais mis là comme c'était là que tu vas en vitesse lumière. J'ai dit non, je voulais lui laisser faire. Et encore une fois, dans l'optique, à l'époque, on se disait pas encore déjà qu'on allait retourner à Disney World de sitôt. Et donc, je me suis dit, ok, faut qu'elle vive ça, faut qu'elle ait cette sensation de elle passer en vitesse lumière. Bon, au final, on abaisse un levier. Hein, c'est pas grand chose, mais on est tellement dedans que ça marche vraiment bien. Et c'est vrai que l'expérience en tant que pilote est incroyable. C'est pas si facile que ça parce qu'il faut bien se coordonner. Avec un enfant de 10 ans qui ne parle pas anglais, du coup toutes les instructions elle les avait pas, donc il fallait que je traduise les instructions, mais le temps que je traduise c'était trop tard, donc bon c'était pas forcément super facile, mais c'était vraiment très chouette. C'était une expérience incroyable. Et puis moi déjà quand on rentre dans la cabine, la première fois j'avais les larmes aux yeux parce que je me dis ok je rentre dans le Faucon Millenium. C'est vraiment c'est tellement bien fait que c'est vraiment très très immersif. Et puis en sortant, je me dis ok, je l'ai fait et c'est dingue en fait. C'est vraiment une très bonne expérience. Je pensais être un peu déçu de l'expérience, j'avais un peu peur parce que je me dis bon finalement c'est alors avec des immenses guillemets que un simulateur de vol, mais en fait c'est bien plus que ça. Ouais, avec des gros guillemets, parce que c'est vrai que là, tu agis sur. C'est vraiment un simulateur sur lequel tu contrôles un petit peu ce que tu vois à l'écran. Et d'ailleurs, ce qui est super, c'est comme tu le dis, tu as pu le faire avec ta fille. C'est une attraction familiale, accessible à partir de 97 cm. Donc, vous pouvez la faire avec vos enfants et ce sont des expériences à vivre en famille. C'est toujours très sympa. Ça fait plein de beaux souvenirs. Hein. Ouais, c'est vraiment et je te dis ma fille qui pourtant n'était pas trop Star Wars, ça lui a parlé quoi. Alors bon, ce qui est un peu dommage, c'est que on est je vais pas dévoiler trop la storyline de l'attraction, mais on ne voit pas Chewbacca, on ne voit pas Han Solo évidemment. Bon voilà, ça pourrait pu être sympa d'avoir je sais pas on entend Chewbacca à un moment, mais c'est tout quoi. Donc ça aurait pu être un peu plus sympa de peut-être les voir, etc. Comme ça a été à un moment on a eu la chance à Disneyland Paris de voir Chewbacca qui se baladait parfois dans la file de Star Tour. C'était il y a très très longtemps, mais je me dis bon ça aurait été sympa, mais en soi c'est vraiment chicané pour chicaner parce que l'attraction est vraiment dingue. Ouais. Alors j'ai eu la chance moi de le faire à l'ouverture en 2019 et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de personnages qui se promenaient dans le land et notamment Chewbacca qui réparait le Faucon Millenium. Donc c'est vrai que ça a ajouté une petite touche de magie. Je sais pas si il est encore là régulièrement. En tout cas, on en croise quand même des personnages dans le land. On y reviendra. Très vivant. Dans cet épisode. C'est effectivement un land très 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 vivant. Et voilà, en témoigne cette attraction qui vous permet de piloter le Faucon Millenium avec une file d'attente hyper immersive, tu l'as dit. Il y a un petit pré-show. Alors, je sais pas comment il s'appelle le personnage d'ailleurs qu'on croise. C'est Hondo Onaka, c'est un contrebandier que l'on rencontre, je crois qu'on le voit on le voit dans la série Clone Wars, je pense, mais on le voit surtout dans Star Wars Rebels, la deuxième série dessin animé qui est sortie. Voilà. C'est pas un personnage qu'on rencontre beaucoup, mais on le voit quand même pas mal. T'es vraiment une bible de Star Wars. Hein. Si j'avais un doute de pourquoi je t'avais invité, j'en ai plus. Donc il y a un petit pré-show. Ensuite, avant même d'entrer dans la cabine, on retrouve les éléments de décor qu'on voit dans les films du Faucon Millenium, la table de jeu, etc. Enfin, c'est vraiment une immersion totale avant même de faire l'attraction. Et puis la technologie utilisée aussi pour cette attraction, on va pas spoiler, mais en fait, vous avez l'impression, et c'est vraiment là toute la magie de Disney, c'est que vous avez l'impression d'être seul dans ce vaisseau, alors qu'en fait c'est un
carrousel qui tourne sur lui-même. Il y a plusieurs cabines. Enfin, on va pas gâcher la magie, mais technologiquement, c'est hyper bien fait, quoi. Quand on sait comment ça marche et qu'on le voit, on se dit c'est impossible que ça fonctionne comme ça en fait. Parce que je me suis dit je connaissais le principe de l'attraction, je me l'étais spoilé. Enfin bon, ça m'intéressait beaucoup donc j'ai regardé avant. Je me suis dit ok, on va voir quelque chose. Il y a pas 1 millimètre d'écart entre la cabine et les couloirs. Enfin, on pourrait pas imaginer en fait vraiment. C'est incroyable. C'est tellement bien fait. Le seul petit bémol que j'ai eu, c'est que en fait ils faisaient déjà le grouping dans la salle où il y a notamment la table de alors c'est pas les échecs, j'ai oublié le nom du jeu, mais enfin la fameuse table de jeu qu'il y a dans le Faucon. Et souvent on aime bien prendre une photo à cet endroit-là, et nous on n'a pas eu le temps de le faire, aucune des deux fois. Allez, je vais dire c'est vraiment le seul bémol qu'on a eu dans l'attraction. Donc, il en faut. S'il y a que ça, bon voilà. C'est vrai. Non, franchement, certains diront, vous pouvez faire l'impasse sur cette attraction. Ce n'est effectivement entre guillemets qu'un simulateur de vol. Non, ne faites pas l'impasse. Franchement, vous allez passer des super moments dans cette attraction. Et en plus, j'espère pas dire une bêtise, mais il y a une file single rider, non? Oui, tout à fait. Ouais, il y a une file single rider, ouais. Bon, vous partagerez pas ça avec votre famille, du coup, moins de souvenirs en famille, mais néanmoins, si vous êtes solo sur un voyage, vous êtes assuré de grimper rapidement dans le Faucon Millenium avec cette Après, en général, en single rider, on termine souvent ingénieur, qui est, à mon avis, le poste le moins intéressant, mais au moins, on vit l'expérience et ça vaut la peine. C'est bien ça le but, effectivement. Allez, on va passer à la deuxième attraction. Et quelle attraction de ce land, Star Wars Galaxy's Edge. Elle avait été élue meilleure attraction de Walt Disney World dans nos épisodes de la saison dernière. Et pour cause, Rise of the Resistance. T'es d'accord avec ça? C'est la meilleure attraction du monde? Alors, j'ai pas fait toutes les attractions du monde, mais en tout cas, de toutes celles que j'ai faites, oui, c'est une claque incroyable. Alors, mention spéciale quand même en petite claque, c'était sur Mickey's and Minnie Runaway Railway que j'ai trouvé incroyable. Aussi à Hollywood Studios d'ailleurs. Aussi à Hollywood Studios, ouais. Mais par contre, Rise of the Resistance, bon voilà, il est clairement au-dessus. Et là, je m'étais pas spoilé du tout pendant des années. Je n'ai pas regardé une seule vidéo de on-ride de cette attraction. Justement, je te coupe pour celles et ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube. Évidemment, il y a des images de cette attraction. Si vous voulez pas vous spoiler, voilà, vous cachez les yeux pendant quelques instants. Et si vous voulez vraiment pas vous spoiler, on va pas spoiler d'ailleurs. On va pas spoiler. Je pense qu'il y a moyen de le faire sans spoiler, ouais. Ouais, exactement. On va en parler sans spoiler, mais néanmoins, on va quand même lâcher quelques petits détails, forcément. Ne serait-ce que pour rappeler des souvenirs à ceux qui l'ont déjà faite, cette attraction. Donc voilà, je mets juste un petit spoiler alerte avant de démarrer. Et aussi une autre petite alerte. On va essayer de pas trop la survendre non plus, parce que on veut pas le phénomène Flight of Passage qu'on a beaucoup être dangereux avec moi, survendu. Mais je serai là pour il faudra que tu tempères un peu, ouais. Voilà, exactement. Donc vas-y, est-ce que tu peux, alors voilà, maintenant c'est ton défi, nous parler de Rise of the Resistance sans nous spoiler et sans trop la survendre. Alors, la storyline, on rentre en fait dans une cache de la Résistance. Donc il faut savoir que le Batuu, c'est avec la nouvelle trilogie faite par Disney après le rachat en 2012. Donc on est sur Batuu, on a une poche de résistance qui est sur Batuu et ils ont une base. On rentre dans cette base et on se rend compte qu'en fait il y a alors je sais plus si c'est un croiseur ou enfin je crois que c'est un Star Destroyer du premier ordre qui arrive au-dessus de Batuu et qui attaque. On doit évacuer absolument. Enfin, je sais plus s'ils attaquent exactement. En gros, on doit évacuer de Batuu et on monte dans un vaisseau. Et ce vaisseau se fait attraper par le premier ordre et on rentre dans le hangar du premier ordre. Et alors déjà, la file d'attente en elle-même est très chouette. C'est très sympa. Il y a plein de petits détails. Enfin, il y a des détonateurs thermiques à certains endroits. Il y a des casques, des combinaisons, des choses comme ça. Enfin, c'est très très immersif. Mais à partir du moment où on rentre dans le vaisseau du premier ordre, waouh, c'est l'image que tout le monde a vue, je pense, c'est les Stormtroopers. Ouais. Celle-là, tout le monde la connaît. J'avais vu des dizaines de fois cette image, je pense. Je m'en remets toujours pas en fait. Je crois qu'on a fait 3 ou 4 fois sur Rise of the Resistance sur le séjour, peut-être un peu exagéré par rapport à nos attractions qu'on a moins fait. On l'a fait jamais trop. On l'a fait jamais trop, c'est clair. Mais waouh, c'est tellement impressionnant. J'ai pas les mots. Franchement, là encore, d'en parler, j'ai l'émotion qui est là. C'est vraiment hyper impressionnant. Encore une fois, je suis très fan de Star Wars, donc je suis très client de ce genre de choses. Mais c'est génial. Puis les cast members, comme on le disait, sont extrêmement dans leur rôle.
encore plus dans Rise of the Resistance. Vraiment, les membres du Premier Ordre, si vous ne savez pas que vous êtes dans une attraction, voilà, c'est impressionnant en fait, c'est vraiment impressionnant. Ils vous crient dessus, enfin vous crient dessus, bon, dans une certaine mesure, mais ils vous engueulent et vous avez intérêt à faire ce qu'il y a à faire. Donc c'est très immersif à ce niveau-là. Encore une fois, c'est immersif effectivement, Ouais. et on parlait de technologie sur Millennium Falcon, Smuggler's Run. Là aussi, il y a des effets visuels qui sont impressionnants. C'est incroyable. Donc ensuite, en hyper résumé, on arrive à s'échapper. Et l'attraction en elle-même, c'est on s'échappe. Voilà. Je vais pas. C'est marrant que tu dises l'attraction en elle-même parce que finalement c'est plusieurs attractions en une. Oui, c'est ça en fait, parce qu'on a vraiment déjà le premier vaisseau dans lequel on est. Je trouve que ça pourrait déjà pour des parcs de moindre envergure, ça pourrait déjà être une attraction en elle-même parce que c'est déjà très bien. Et puis ensuite il se passe beaucoup de choses. Bon, on va pas spoiler quand même de trop parce que sinon ça vraiment spoiler la storyline, ce serait dommage. Mais je vais dire, avant de rentrer dans le véhicule de l'attraction, on a déjà vécu une aventure en fait, vraiment, qui est hyper intéressante. En plus, c'est tellement bien fait parce que, évidemment, comme dans toutes les attractions à Disney et dans tous les parcs, il y a du grouping à faire. Mais en fait, le grouping est fait de telle manière qu'on est dans l'histoire en fait. C'est vraiment, on est des prisonniers et puis on nous assigne une couleur et il faut se souvenir de sa couleur. Et si on se souvient pas de sa couleur, on se fait bien engueuler. Et en fait, il faut qu'on ait notre couleur jusqu'au moment où on rentre dans le véhicule. Et enfin voilà, c'est vraiment très très impressionnant. Et puis bon voilà, le véhicule, je pense qu'on peut le dire, c'est un trackless un peu à la Ratatouille. Mais Ratatouille, c'est très mignon à côté, c'est gentil, c'est voilà. Ouais. On va rien dire, mais on va rien dire, mais bon, voilà, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement impressionnant. Et on n'est pas sur une attraction à écran. Il y en a quelques-uns évidemment, mais on les voit pas en fait. Non, il y a les audio animatronics qui sont hyper bien intégrés. Oh, oui, incroyable. Ouais. Je peux être que d'accord avec toi et j'imagine, j'aimerais bien être aussi accro, aussi fan de Star Wars que tu l'es, parce que rien que moi qui suis pas fan de cet univers, j'ai pris une claque monumentale dans cette attraction. Alors j'imagine, quand tu es fan depuis tout petit de Star Wars, monter à bord de cette attraction, c'est le Graal, quoi. Ouais, ça fait vraiment quelque chose, c'est hyper impressionnant. Et puis bon, technologiquement aussi, l'attraction est incroyable. Il y a même plusieurs parties dans une fois qu'on est dans le véhicule, il y a même plusieurs parties qui se passent. Et en fait, toutes les parties sont qualitatives en fait. Et c'est ça qui est impressionnant. C'est pas que on a mis, ok, vous êtes dans un trackless, puis ça se passe un truc, puis il se passe autre chose. Et en fait non, tout est hyper bien fait. Et il y a une attention au détail qui est incroyable sur cette attraction. Alors évidemment, bon, c'est une attraction qui demande énormément de maintenance, où on a souvent beaucoup d'effets qui tombent en panne, etc. On le sait. J'ai eu de la chance, c'est que les 2 fois où je l'ai fait, je n'ai pas eu les gros effets en tout cas qui étaient en panne. Le premier jour, je l'ai fait 2 fois. Après, on a eu une fois une panne, notamment d'un animatronique. Mais les 2 premières fois où on l'a fait, on n'a vraiment pas eu de soucis. Donc ça on a vraiment eu de la chance. Et puis c'était une attraction incroyable. Je suis sorti de là, j'avais les larmes aux yeux. C'était incroyable. Et puis même ma femme elle dit, ok, là je crois que t'as vécu ton rêve en fait. Et je dis ouais, c'est oui, incroyable. Walt Disney World, c'est là où les rêves deviennent réalité. Ouais, c'est exactement le cas. Et puis là encore, c'est une attraction accessible aux familles, puisque c'est à partir d'1,02 m. Et j'ai tendance à dire, même si vous avez envie de partager le maximum de souvenirs avec vos enfants, j'ai envie de vous dire, pour cette attraction, comme pour d'autres d'ailleurs, mais encore plus peut-être pour cette attraction, si votre enfant ne fait pas la taille, n'hésitez pas à utiliser le service Baby Switch pour la faire chacun votre tour, hein, une fois papa, une fois maman, parce que ça serait vraiment dommage de passer à côté de cette attraction lors de votre séjour à Walt Disney World. Pour moi, c'est vraiment une des incontournables. Enfin voilà, c'est un incontournable à faire. Et je pense que même pour les gens qui sont pas spécialement fans de Star Wars, à partir du moment où vous êtes un peu park fan, il faut la faire. C'est une attraction qui est incroyable, vraiment. Je ne peux que confirmer. D'ailleurs, je vais te poser la question tout de suite parce que je la pose à tous ceux qui viennent nous raconter un petit peu leur séjour. Même si on est sur un épisode Star Wars Galaxy's Edge, tu as le droit de nous donner une autre attraction. Hein. Quelle a été ton attraction préférée, toi, pendant ton séjour ? Alors, clairement, Rise of the Resistance, c'est ma préférée. Mais j'ai eu
une claque à laquelle je m'attendais pas, c'était Mickey Mini Runaway Railway, je l'ai dit tout à l'heure, mais je m'attendais pas à grand chose et au final j'ai trouvé ça génial. Et Tron Life Cycle Run, j'ai trouvé ça génial. Et Animal Kingdom Flight of Passage, moi j'étais très fan. Vous ne me l'avez pas survendu, j'ai adoré. Ouais, et puis en fait, bon, chaque grosse attraction, il y a eu Soarin aussi. J'avais jamais fait de Flying Theater, donc bon, pour moi c'était totalement nouveau. Et les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie, j'ai adoré, mais on n'a pu la faire qu'une fois sur le séjour. Ah, Là, oui, ouais. ça a été très dur. On l'a fait. En fait, on avait un boarding pass qui a été annulé parce que c'était trop tard, etc. Puis on est retourné dans le parc. On n'a pas réussi à avoir de boarding pass et j'ai dit ok, on réserve déjà. On savait quel jour on y allait la troisième fois. J'ai dit ok, on réserve déjà le Lightning Lane et là on a pu la faire avec le Lightning Lane et on l'a fait qu'une seule fois. Mais waouh, en plus on a eu September, du coup. En plus. Juste ce qu'il fallait, voilà. On a vraiment eu de la chance. Effectivement, la faire une fois et avoir September. J'ai vu la fois dernière un listing, quelqu'un qui s'était amusé, qui l'a fait une quarantaine de fois, je crois, et qui s'était amusé à lister toutes les chansons qu'il avait eues, et September revenait que 3 ou 4 fois sur la quarantaine de fois. Ouais, c'est ça, ce que j'avais entendu, elle revient pas très souvent, et nous on a vraiment eu de la chance, on l'avait. Alors en plus, ce qui était marrant, c'est que, bon, du coup on digresse un peu, mais moi j'étais assis à côté de ma fille, qui aime bien les coasters, mais BTM c'est son max, on va dire à peu près. Elle fait un peu d'autres trucs et en fait elle se marrait, elle éclatait de rire en permanence, elle criait parce qu'elle était à fond dedans. Et puis on avait sa mère qui était derrière, qui était là. Et puis après à la fin elle me dit oh j'ai entendu la petite crier pendant tout le truc, comment ça va, ça a été. Et puis je dis bah ouais, elle a rigolé, elle a trouvé ça génial quoi. C'est trop drôle. C'était vraiment génial. Bon, on a un peu digressé effectivement, mais ça valait le coup. Désolé. On va non, au contraire, c'est très très bien. Je suis sûr que ça aide de nombreux visiteurs qui vont partager ce séjour avec leurs enfants. Voilà, ça donne une idée. Je sais que les épisodes dans lesquels les auditeurs viennent raconter leur séjour, ça fait partie des préférés de nos auditeurs, justement, parce que c'est souvent ceux que je préfère aussi écouter. Il y a ce partage d'expérience, voilà, qui nous permet, nous aussi, de se projeter vers nos futurs séjours. Allez, on va quand même revenir à Star Wars Galaxy's Edge. On a parlé des attractions. On va parler des points de restauration maintenant. Est-ce que tu as eu l'occasion de manger dans ce land Star Wars Galaxy's Edge ? Alors, on a juste fait le point snack. Alors, j'ai complètement oublié le nom. Je regarde. C'est le milk stand. Où il y avait en fait le lait bleu et des espèces de viennoiseries un peu colorées aussi, mi-croissant, mi-chausson fourré. C'est à peu près tout ce qu'on a mangé là-bas parce que ma fille est très difficile en nourriture. Et si ça ressemble pas à de la nourriture qu'elle a l'habitude de manger, c'est compliqué. On a mangé beaucoup de pizza et de mac and cheese sur le séjour. Mais du coup, on a fait que ça vraiment en nourriture, et puis on a fait la cantina évidemment. Mais là au Gas Cantina, ouais. Là au Gas Cantina qui était, ça c'était aussi incroyable. Bon, alors le lait bleu est vendu au milk stand, effectivement. Il y a du lait vert aussi, je crois, qui est vendu. Il y a du lait vert aussi, ouais. Ouais. On a goûté les deux. Bon, c'est plutôt sympa, c'est assez fruité en fait. D'accord. J'ai jamais goûté. Franchement, j'ai préféré le bleu que le vert, mais ouais, franchement c'est sympa, c'est rafraîchissant en fait, parce que du coup c'est froid et ça fait pas de tort en Floride, mais franchement c'était très sympa, ça m'a bien plu. Très bien. C'était pas très cher de mémoire. Oh oui, alors ça, on peut en discuter. Voilà. Je sais. J'avoue, je sais plus trop combien c'était, mais ça ne m'avait pas choqué. Non, je sais pas du tout combien ça peut être vendu, mais à Walt Disney World, on sait que. Oui, voilà, voilà. En fait, quand on est dans la bulle, ça nous paraît paraît c'est pas cher. Cher. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Bon, il y a une explication. Comme je le disais. Ah oui, quand même, il a $9.30 en fait. Oui, avec la taxe, il est quand même à $10. Oui, non, en fait, c'était quand même, ouais. J'avais que c'était moins cher que ça. Oui, donc mais tu vois, c'est parce que t'étais dans la bulle, ça. Oui, je pense que c'est ça, oui. Non, mais on ferait tout pour boire un lait bleu et puis pour aussi vivre l'expérience de la Gas Cantina. Parle-nous-en, du coup, toi qui as eu l'occasion. Alors, c'est un mélange entre le bar et le lounge dans lequel tu peux grignoter des petites choses, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Donc en fait, c'est vraiment Alors, je pense qu'il faut raconter un petit peu. Il y a un DJ dans le bar, dans la cantina, qui est Rex, l'ancien pilote de Star Tours, qui s'est reconverti. Déjà rien que ça, je trouve ça génial. D'ailleurs, si vous aimez un peu l'ambiance, les playlists sont disponibles notamment sur Spotify, sur plein de plateformes de musique. Je me les écoute régulièrement au boulot en fait. C'est trop cool. Parce que c'est très agréable.
c'est une expérience qu'il faut réserver. Alors franchement, nous on l'avait réservé très à l'avance pour être sûr d'y aller. Mais franchement, vous pouvez y aller et en général, vous attendez une demi-heure, trois quarts d'heure, vous avez une place sans trop de difficulté. Donc c'est vraiment c'est à faire. Alors, une demi-heure, trois quarts d'heure d'attente, pour combien de temps sur place? Parce qu'on a déjà reçu des auditeurs qui nous ont dit, c'est quand même assez expéditif. Alors nous, franchement, je pense qu'on a eu déjà une cast incroyable parce qu'elle a vraiment, comme je disais, elle a joué le roleplay avec nous. Elle m'a dit tiens, on s'est pas déjà rencontré sur une planète, etc. Et puis donc j'ai joué un peu le jeu en lui disant bah oui tiens, on s'est rencontré sur Coruscant il y a quelques années, etc. Enfin, on a vraiment joué le jeu avec elle. Elle était très très sympathique. Et en fait, du coup, on n'a pas vraiment senti ce côté expéditif. Maintenant, c'est vrai que on est servi assez vite. On paye directement, évidemment. Et on nous demande assez rapidement si on veut reboire un deuxième verre ou pas. On nous fait pas complètement sortir. On nous dit pas bon, bah maintenant vous sortez. Mais effectivement, bon, si tu restes là-bas et que tu consommes pas, on te fait comprendre que voilà. Mais honnêtement, ça c'est pas propre à Disney, hein, c'est partout. Non, voilà, hein. c'est partout. Hein. Mais on s'est pas senti mis dehors, franchement. Et puis, comme je disais, la cast qu'on a eue était vraiment géniale. Elle nous a proposé de faire des photos avec notre datapad, notre smartphone. Mais là, même là, elle disait datapad, quoi. Enfin, je trouvais ça génial. Et puis à un moment, elle s'est mise sur la photo avec nous. Enfin, c'était trop drôle. On a vraiment eu une cast incroyable, qui apparemment est en fin de service, parce qu'après, on a terminé le service avec une autre cast qui était aussi très bien, mais moins dans le jeu de rôle. Et on a eu de la chance, on était au bar. Donc on a vraiment pu voir les verres être servis, discuter avec, etc. Et puis les cocktails sont... Je pense que c'est une des rares fois où on a bu de l'alcool sur le séjour. Parce qu'on n'a pas trop bu, bon, à part, on a bu un coup à Epcot, mais c'est Epcot, c'est obligé. C'est logique. Voilà. Mais je crois que c'est une des seules fois où on a bu de l'alcool, je pense. Et moi j'avais pris un Fuzzy Town Town. C'est celui qui a le petit twist un peu particulier dans la bouche. Je vous le conseille. Vraiment, il est très bon. Et il y a ce petit effet en bouche. Voilà, je n'en dirai pas plus, mais pour ceux qui connaissent, voilà, ceux qui savent, comme on dit. Et puis non, c'était très bien. Ma femme savait pas quoi prendre. La dame lui a dit, ok, vous me faites confiance, et elle lui a servi quelque chose qui était super bon aussi. Même ma fille a pris un petit cocktail sans alcool aussi, donc bon, voilà, c'était plutôt sympa. L'ambiance est très très chouette. En plus ça, c'est une impression un peu générale que j'ai, c'est que bon, je pense qu'on est assez coincé en Europe quand on est dans des parcs d'attractions, etc. Souvent, on joue pas le jeu ou quoi. Là-bas, les gens étaient vraiment dedans. Et il y a un moment, il y a un cast qui est là qui dit qu'est-ce qui a garé son land speeder en double fil, et puis un gars qui dit c'est moi, alors que bon, c'était juste un client lambda, quoi. Et il a joué le jeu avec, etc. Enfin, c'était vraiment génial. Et puis la décoration, encore une fois, les détails sont partout. C'est vraiment le moindre centimètre carré est thématisé, en fait, et c'est ça qui est génial. On est vraiment dedans, en fait. Jusque dans les verres, puisque les cocktails, tu disais, sont des cocktails spéciaux, et je vous invite aussi à découvrir cet endroit, la Hogaz Cantina à Star Wars Galaxy's Edge. Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller te restaurer dans d'autres points de restauration de ce land? Non, on n'a pas fait d'autres points dans le land, malheureusement. J'aurais bien aimé tester le Dog Bay. Qui me tentait pas mal. Seven Food and Cargo, ouais. Exactement, ouais. Ça me tentait pas mal. Malheureusement, on l'a pas fait. Comme je dis, ma fille est un peu difficile, donc bon, voilà. Ouais, alors que toi tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. On l'a fait plusieurs fois d'ailleurs, puisqu'on l'a fait une fois à Walt Disney World, on l'a fait une autre fois à Disneyland en Californie, puisqu'il faut savoir que ce land existe aussi à Anaheim, et c'est la copie conforme. Hein. Très honnêtement, c'est exactement le même. T'es là-bas, moi tu me mets au milieu après un coma, tu me réveilles, je ne sais pas si je suis capable de dire si je suis en Californie ou en Floride. Hein. Je trouve que le coma c'est mieux que de séquestrer quelqu'un. Tu as raison. Oui, c'est vrai. On va partir sur un coma. Donc ouais, le Docking Bay Seven Food and Cargo, c'est plutôt sympa. C'est un restaurant quick service, hein, un service rapide. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez commander vos plats sur l'application My Disney Experience, le fameux mobile order, et puis aller les retirer au comptoir, vous installer. Là encore, au niveau de la déco, c'est hyper immersif. Hein. C'est comme tout le land finalement. Il n'y a aucune fausse note. Et puis au niveau des plats, on est sur des choses un petit peu classiques. Ma femme et moi, on avait pris du pain pita avec du houmous, mais c'est servi avec déjà dans de la vaisselle d'inspiration Star Wars.
Et puis d'une façon un peu plus originale qui fait qu'on a vraiment l'impression d'être sur une autre planète, quoi. Je pense aussi par exemple au plat enfant, c'était des mac and cheese avec du poulet pané, sauf que là le poulet pané il est de forme carrée, tu vois. Oui. Ça donne tout de suite une atmosphère différente, en tout cas une présentation différente qui te fait sentir ailleurs, quoi. C'est un peu comme peut être tu vois, j'ai un trou de mémoire. Pandora. À Pandora. Ouais, exactement. je vois lequel tu veux dire. Voilà. Je le dirais 100 fois pour rien, mais là, Satoulis je vais pas le retrouver. Cantine. Le Satoulis Cantine. Merci beaucoup, Tony, parce que là, on aurait eu l'air ridicule. Waouh. Là, ouais, c'est. On a échappé belle. Le Satoulis Cantine, tu vois, c'est servi dans de la vraie vaisselle. Sont des plats différents de ce que tu peux trouver ailleurs dans d'autres quick service. Donc, c'est aussi le charme d'aller manger dans un restaurant de Star Wars Galaxy's Edge, donc le Docking Bay 7 Food and Cargo pour manger, ou là au Gas Cantina pour aller boire un coup. Et puis, il y a un autre petit point de restauration aussi, qui est le Ronto Roasters. Là aussi, c'est hyper immersif avec ce droïde qui est en train de tourner la broche. Là, on est sur tellement bien fait. Ouais, c'est super bien fait. Puis là, on est vraiment sur un truc vraiment service rapide, quoi. C'est une sorte de hot dog dans un pain, pareil, dans un pain un peu pita, quoi. Une saucisse grillée, viande rôtie, un wrap avec des crudités. Ouais, franchement, c'est super bon. D'ailleurs, ce wrap est servi aussi au Docking Bay 7 Food and Cargo. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous pouvez vous installer au Docking Bay 7 Food and Cargo et le commander, soit vous le prenez en passant au petit stand Ronto Roasters et puis vous le dégustez en mangeant. Et pourquoi pas Ronto Roasters de prendre le petit déjeuner aussi. Ah ouais, je savais pas ça, tu vois. Ils font un wrap petit déjeuner, ouais. J'étais dégoûté parce que j'avais déjà pris le petit déjeuner et puis je dis j'aurais pu prendre un truc saucisse directement là. J'avoue que ça peut être sympa. Je serai pour la prochaine fois. Exactement. Puis nos auditeurs aussi, du coup, et tu me l'apprends, donc pourquoi pas. J'en profiterai aussi la prochaine fois. Je prendrai mon petit wrap et puis j'irai me promener dans les boutiques, pourquoi pas, puisqu'on est juste à côté. Il y a une sorte de marché de Batuu. Là aussi, c'est hyper immersif. On va passer au chapitre boutique maintenant. C'est super bien fait. On a l'impression que c'est vraiment plein de petites échoppes comme ça, de petits vendeurs, limite presque vendeurs à la sauvette. Il y a un magasin. Moi, celui qui m'a le plus marqué, c'est celui avec les animaux, où ils vendent les animaux. Il y a des animatronics dans des aquariums, des choses comme ça. Ça marche super bien. Il y a celui avec les tenues aussi qui est très très bien. On peut acheter des tenues Jedi, des tenues même pas forcément de Jedi, mais aussi de simples habitants si on veut vraiment rentrer dans le jeu à fond. Alors elles sont un peu chères de mémoire. Et puis bon, je m'étais dit ok, une tenue Jedi, oui. Mais à garder toute la journée, il fait un peu chaud en Floride. Oui, et puis après, pour une fois que t'es rentré en Europe, pour mettre au boulot, c'est compliqué. C'est à la limite en télétravail, ça passe. Mais ça passe, c'est vrai. Mais non, très 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 chouette. Il y a un petit magasin de bijoux aussi. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui sont super chouettes. Et finalement, ils arrivent à spécialiser un peu les magasins avec un magasin de jouets, un magasin de vêtements, un magasin de peluches. Mais tout en restant vraiment, encore une fois, dans le roleplay et ça marche tellement bien. C'est vraiment et vous avez des articles qui sont exclusifs à cet endroit-là que vous trouvez nulle part ailleurs. Ça c'est vraiment, je pense que dans le dernier épisode que j'ai écouté du podcast, justement vous disiez que, enfin c'était avec nous dans les erreurs à ne pas faire, c'est quand vous voyez un truc faut l'acheter, là il faut le faire parce que il y a des articles qui ne sont disponibles que là-bas. Ouais, et puis selon l'endroit où vous êtes dans le land, alors là on a parlé du market, du marché, la place du marché de Batuu, mais il y a d'autres boutiques ailleurs dans le land, et selon l'endroit, vous avez les boutiques de la Résistance et les boutiques du Premier Ordre également, avec des objets et des costumes exclusifs aussi au Premier Ordre. Ouais, c'est ça, il y a le First Order Cargo qui est juste à côté de la navette du Premier Ordre, où il y a moyen d'acheter un costume de Stormtrooper, des armes du Premier Ordre, etc., qui est plutôt sympa. Et alors, il y a deux boutiques que je trouve, du coup, qui sont en complément d'une autre expérience. C'est le Droid Depot, où on peut du coup fabriquer son droïde, je pense qu'on en reviendra après. Mais il y a surtout tous les accessoires qu'on peut acheter avec. Et il y a le Den Antiquities, c'est le Doc Ondar's Den of Antiquities, qui là, c'est vraiment... c'est dédié au sabre laser. En fait, c'est une boutique de sabre laser et c'est dingue. Alors, il y a le Service Workshop évidemment qui est l'expérience ultime. Mais là-bas, en fait, on peut acheter des cristaux Kyber et avoir peut-être la chance d'avoir le Kyber noir quand on achète un Kyber rouge. J'ai acheté plusieurs cristaux Kyber rouges.
Je n'ai pas eu de noir malheureusement. On est passé plusieurs fois en fait dans cette boutique et puis à chaque fois il y avait ma fille qui disait oh ben tu vas en reprendre un papa, et je dis allez c'est le dernier. Bon, on est revenu avec je pense 4 cristaux Kyber rouges plus d'autres que des amis m'avaient ramené de voyages précédents, donc j'ai quelques Kyber rouges, jamais eu de noir malheureusement. Si tu veux passer une annonce, c'est le moment. Hein. Oui, voilà, donc si quelqu'un a un Kyber noir, j'ai 5 ou 6 Kyber rouges à échanger. Je sais que personne ne sera intéressé par échanger un noir contre plusieurs rouges, mais bon, on ne sait jamais. Faut savoir que dans le sabre laser, ça ne change rien. Le sabre laser ne devient pas noir. Ça reste un sabre laser rouge, mais en tout cas, on a le Kyber noir. Et un cast m'a dit qu'il y avait un Kyber bleu qui était un Kyber qui saignait. Donc, qui en fait le Crystal Kyber de Kylo Ren. Qui en fait est bleu de base et qui commence à avoir des craquelures rouges à l'intérieur. Celui-là, je l'ai jamais vu nulle part. Il y a un cast member qui m'a dit que c'était nouveau quand on y est allé. J'avoue que j'ai pas trop suivi après pour voir s'il y avait des gens qui en avaient eu sur les réseaux, mais donc il y aurait encore un autre Kyber un peu rare. Donc, voilà. Bon, j'imagine bien que c'est qui t'a pas menti. Disney. Oui, voilà. Je pense a le chic pour proposer des nouveautés pour évidemment faire plaisir aux fans, mais aussi pour se faire un peu d'argent, évidemment. On va pas. Oui, c'est pas leur genre. Hein. Ah non, quand même. On va justement parler de ces boutiques qui sont des expériences à part entière. Bon, sur le sabre laser, tu en as déjà un petit peu parlé, le Saviz Workshop qui vous permet de fabriquer votre sabre laser, mais on n'est pas sur un stand où on prend une pièce, puis la deuxième, puis la troisième et on assemble. Là, c'est quasiment un mini spectacle. Hein. C'est encore une fois, celle-là, je ne l'étais pas spoilé. Je savais que je la ferais un jour. Je savais pas quand, mais je savais que je la ferais un jour. Et donc, je me suis pas spoilé du tout. C'est dès l'arrivée, en fait, c'est une expérience. On est pris par un cast qui nous demande notre réservation. Alors c'est sur réservation évidemment. Ça a un certain coût, je pense qu'on va l'évacuer tout de suite. C'était $250 quand nous on l'a fait. C'est un prix clairement, mais pour moi ça les vaut largement. Vraiment, la qualité du sabre laser est très bonne et l'expérience est incroyable. Tu l'as prêté là ? Oui, mais justement, je l'ai préparé. Alors, formidable. Il y a plus de piles à l'intérieur. Donc là, c'est le sabre. Celui-ci, c'est le sabre inspiré des sabres des Temple Guard de Coruscant, plutôt de l'ancienne République en fait. Et alors normalement il est vert, mais j'ai pas changé les piles, donc je suis désolé, mais vous ne le verrez pas allumé. Ne le casse pas surtout. Voilà, mais donc non, vraiment une expérience incroyable. Vraiment, c'est vraiment génial. Donc en fait, on rentre. Alors, je vais expliquer un peu comment ça se passe. Donc vous arrivez, ils vérifient que vous avez bien payé votre expérience, etc. Ils vous proposent évidemment des accessoires complémentaires pour l'attacher à la ceinture. Il y a la possibilité aussi d'attacher 2 sabres laser ensemble pour faire un sabre laser à double lame, ce qui implique de faire 2 fois l'expérience et d'acheter l'accessoire pour le faire. Bon. Ce qui implique aussi de prévoir aussi pour le transport, parce que exactement, parce dans l'avion c'est pas simple à transporter. Voilà, c'est ça. Alors en soi c'est pas si compliqué que ça à transporter, mais j'ai vécu des moments de peur extrême. Parce que je l'avais mis du coup dans le overhead dans l'avion, et il y a un gars qui a été bourré son sac un peu de manière violente. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur. Je me doute. Tiens, petite question pratique. Ça compte comme un bagage à main ? Alors, moi ils m'ont pas compté comme un bagage à main. Ok. À Orlando, ils ont l'habitude de le voir en fait. C'était un peu la peur que j'avais. Puis j'en ai parlé avec Marie Mima Notabi que tu as déjà reçu. J'en avais parlé avec elle. Elle m'a dit non, t'inquiète, ça passe. Donc j'avais un sac à dos en bagage à main et j'ai pu prendre mon sabre laser sans souci. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils nous donnent une housse directement. Donc on n'a pas que le sabre laser, on a la housse pour aller avec, qui est assez protectrice. Donc il y a un bon housse pour bien protéger la lame, etc. Donc c'est pas mal. Par contre, impossible de le démonter. Même en le démontant, la lame est trop longue pour rentrer dans une valise 23 kg classique. Okay. Donc faut vraiment le prendre en bagage à main. Le prendre avec toi. Ouais. Okay. Ouais. Et mais ça passe très bien. Quand je suis arrivé à l'aéroport, il y a une dame de la TSA qui me dit ah, vous voyagez avec une arme ? Et puis je dis quoi ? Et elle avait vu le sabre laser en fait. Et puis elle me dit mais oui, votre sabre. Ah oui, ok, mais la TSA qui dit vous voyagez avec une arme. Là j'ai vraiment eu peur. Sur le coup, je me dis mince, je vais finir en prison ici. Si c'est la même prison que Rise of the Resistance, c'est pas grave. Hein. Oui, voilà, c'est ça, on est vite sauvé. Mais je t'avoue, j'ai eu un petit moment de. J'ai vraiment eu 15 secondes de. Qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
Et puis après, elle a rigolé. J'ai dit, ok, c'est bon. Donc vraiment, on a ça. On a donc en fait, il y a plusieurs types de sabres laser. En gros, il y a un sabre laser noir, un sabre laser plutôt boisé, plutôt nature. Un sabre laser fait un peu de bric et de broc qui va plutôt ressembler à un sabre laser un peu comme ceux de Luke ou d'Anakin. Et puis celui que moi j'ai fait, celui qui ressemble plus à la Haute République. Et apparemment, il y a un nouveau sabre laser qui est arrivé, mais je ne sais plus le nom. Qui là a commencé il y a quelques temps, mais je crois que celui-là n'est que temporaire. Et en fait, on reçoit un pins qui est assez grand, qui montre quel sabre laser on a choisi en fait. Donc comme ça, ils nous viennent nous apporter le sabre. Alors, c'est vraiment une cérémonie de création de sabre laser. On nous explique voilà d'où viennent les sabres laser, etc. Faut savoir que là, on est après la chute de l'Empire, hein, donc il y a plus de Jedi depuis au moins presque 60 ans. Ouais, mais du coup, là, il faut savoir parler un petit peu anglais quand même. Il faut savoir parler anglais, effectivement. Alors, en soi, l'expérience en allemand est déjà géniale si on parle pas anglais. Mais toute l'explication, évidemment, si on parle pas anglais, c'est compliqué. Moi, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais filmé à la GoPro. J'avais pris la GoPro sur moi. Je l'avais filmé avec et du coup, j'ai repassé à la maison et je l'ai expliqué aux filles en même temps et je traduisais en même temps. Comme ça, elles ont vraiment compris ce qu'il y avait. Alors, normalement, vous avez droit à un accompagnant. Nous, comme on était 3 avec un enfant, ils ont dit OK, pas de souci, vous pouvez y aller. Donc, il suffit de demander en fait. Et selon l'affluence, ils disent oui ou non. Nous, on a pu y aller à 3. Donc, sinon, c'était un seul accompagnant. Mais nous, on a pu y aller à 3. Et donc, en fait, en gros, ça se présente donc sur. On a une base qui est alors, c'est vraiment un tube en plastique hein, avec toute l'électronique à l'intérieur. On choisit notre Crystal Kyber, donc qui est vraiment l'âme du sabre laser. C'est lui qui va faire la lame et qui va faire la couleur de la lame. On le place sur un petit présentoir et ensuite on a en fait des pièces. Alors il y a du coup je regarde 1, 2, 3, 4, 5 pièces différentes et pour chacune des pièces on a 2 choix à chaque fois. Okay. Donc ça fait une belle combinaison quand même à faire et donc on choisit les pièces, on commence à assembler le sabre, etc. Et ensuite il y a alors c'est pas un maître Jedi mais donc la personne qui est responsable. Donc il y a plusieurs assistants qui viennent vous aider, si vous n'arrivez pas à mettre une pièce, etc. Et ensuite il y a donc la personne en charge qui passe devant près de plusieurs personnes. Alors elle le fait pas à tout le monde, ça dépend un peu si vous avez réussi à faire votre sabre laser assez rapidement ou pas. Et après elle vient, elle vous dit ok voilà ce sabre laser là a cette histoire là parce que vous avez choisi. Moi j'avais choisi un sabre de la Haute République. Elle me dit est-ce que vous connaissez le sabre? Je dis oui, c'est inspiré des Temple Guard, etc. Ah vous connaissez bien l'histoire de l'ancienne République? Oui un peu oui. Donc c'était assez marrant. Et mais du coup, par exemple, la personne qui était à côté de moi a pris un sabre plutôt typé sabre Sith. Mais même là, elle lui a expliqué un peu la légende des Sith. Du coup, elle dit vous avez choisi un sabre avec un Kyber rouge, etc. Donc voilà. Et puis il y a ce moment où tout le monde allume son sabre laser en même temps. Et waouh, c'est dingue. Ah, c'est incroyable. Alors il y a plein de petits moments qui se passent. Il y a des petits, enfin il y a des jeux de lumière, etc. Je pense que l'expérience dure à peu près 20 minutes, je crois. C'est pas, enfin c'est vraiment pour moi chaque seconde a été vraiment incroyable en fait. J'ai vraiment pris un très très bon moment là-bas. Encore une fois, c'est un prix, hein. Faut pas se le cacher. C'est un budget. Mais c'est une expérience. Voilà, c'est ça. C'est vraiment une expérience à faire. Si vous êtes fan de Star Wars, c'est à faire. Vraiment, c'est à faire. Et si vous voulez le faire, c'est réservable 60 jours à l'avance sur le site de Walt Disney World. L'autre boutique qui propose également une expérience, là, s'adresse plus aux familles et notamment aux enfants, encore que c'est Droid Depot pour fabriquer non pas votre sabre laser, là, mais votre droïde, votre petit compagnon. Alors, quand vous rentrez, vous allez avoir plein de pièces de droïdes qui sont au-dessus de votre tête. T'as fait ton droïde aussi ou pas? Moi non, mais c'est ma fille qui l'a fait du coup. Ah bah oui, et c'est qui? C'est la fille ou c'est le papa qui joue avec? C'est plutôt elle qui joue avec quand même. Alors un peu moins. On a pris un chat depuis et donc elle joue un peu moins avec le droïde parce que le chat a peur du droïde. Mais comment il s'appelle le chat? Est-ce qu'il a un nom en rapport avec l'univers Star Wars ou pas du tout? Pas du tout. J'ai pas eu le droit de donner mon avis. Donc le chat s'appelle Vénus parce que voilà la petite voulait. On est quand même dans les étoiles. On est quand même dans les étoiles, donc il y a un petit quelque chose quand même. Mais non, j'ai pas eu mon mot à dire sur le nom du chat. Donc, tant pis. Mais non, c'est aussi une très chouette expérience. Alors moins cher évidemment, mais
Alors là aussi, on la paye à l'avance. C'est aussi réservable. Là, franchement, maintenant, il y a moyen d'y aller. Enfin, déjà, nous, quand on y était l'été dernier, il y a moyen de rentrer et d'y aller directement, et il y a moyen de le faire assez rapidement. Ouais. D'ailleurs, oui, c'est vrai. D'ailleurs, ça a changé récemment. Ça a changé, ouais. Il y a pas très longtemps. On peut y aller sans réservation, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as près de toi, le tien de droïde. Non, le droïde de je ta n'ai fille. pas. Je n'ai pas. Tu sais quoi, je te laisse parler. Et pendant ce temps-là, moi, je vais chercher celui de mon fils. Je crois même qu'ils en ont fait un chacun. Je sais pas si je vais retrouver les deux, mais je vais aller chercher. Donc, je te laisse meubler et puis moi, j'y vais. Je meuble. Vas-y. Donc voilà. Donc en fait, l'expérience, c'est vraiment sympa. Alors évidemment, c'est comme à chaque fois, ça reste du Disney. L'idée, c'est de faire de l'argent. Donc quand on arrive, on a déjà payé le droïde. Enfin, en tout cas, nous, c'était notre cas. Et il demande, tiens, vous voulez pas rajouter quelque chose en plus? Donc il y a un sac de base. En fait, le droïde est livré avec une boîte en carton. Et on peut acheter un sac pour mettre le droïde dedans et une puce de personnalité spécifique au droïde. Donc voilà, on a acheté ça en plus, je me suis fait avoir. Et alors là, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'on choisit le type de droïde. Donc il y a 3 types de droïdes qui sont disponibles. En tout cas, quand je l'ai fait, il y en avait 3. Il y avait les droïdes de type BB, donc comme BB-8 dans la nouvelle trilogie. Les droïdes de type R, donc R2D2 par exemple. Et les droïdes de type C, comme Chopper, qu'on peut voir dans la série Star Wars Rebels. Donc c'est les 3 types de droïdes qui sont possibles d'être faits. Et alors ensuite, selon le type de droïde qu'on choisit, on a des pièces à prendre, plusieurs pièces à les sélectionner. Donc il y a un tapis roulant comme ça qui passe, et on sélectionne ces pièces de droïde pour pouvoir construire son droïde en fait. Et selon le type de droïde qu'on prend, selon celui des 3 types qu'on choisit, évidemment les pièces sont différentes. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Non mais j'essaie de pas dire de bêtises, donc ça va. Mais non, je disais juste qu'il y a un truc intéressant, c'est que maintenant il y a un 3e type de droïde. Je sais pas si quand toi tu l'avais fait, c'était le cas. Ouais. Il y avait déjà le cas, ouais. Donc voilà. Et après on passe à la construction du droïde, où là c'est assez bien fait aussi. Alors bon, on met 3 vis fondamentalement, mais c'est chouette pour les enfants. Même moi je me prenais au jeu. Ah bah oui. Moi je l'ai fait avec ma fille du coup pour lui faire la traduction. Mais là encore c'est deux personnes qui peuvent accompagner. Tout à fait, 2 personnes. Et là par contre ils sont un peu plus stricts parce que en fait n'importe qui peut se mettre sur le côté. Il y a une petite barrière, on peut se mettre de l'autre côté de la barrière et voir assez facilement. Donc bon voilà, là on l'a fait à 2. J'étais désigné volontaire vu que je parle anglais, donc c'était plus facile de traduire. et du coup on a construit le droïde. Donc elle a pris un droïde de type bébé. Je crois que c'est le cas de beaucoup d'enfants de son âge. C'est ce que j'allais te dire. Voilà. Voilà un des droïdes, j'ai pas retrouvé l'autre, mais vous voyez, vous avez une tête qui est aimantée en fait. Aimantée, ouais. Voilà. Et évidemment les enfants adorent parce que ça roule et que voilà, c'est le vrai droïde quoi, comme dans le film. Alors je sais pas. C'est vraiment ça, ouais. Il y a les piles là-dessus, je sais même pas en fait, comment ça marche. Tu dois enlever la tête, dévisser la sphère et ensuite tu peux aller l'allumer. Je vais éviter de commettre un impair. Fais attention. Mais là on a eu pas de chance en fait, c'est que il y a une espèce de cérémonie d'activation du droïde où en fait ils font le binding entre la télécommande et le droïde qui est super bien fait je trouve. Et puis on peut essayer le droïde vite fait. Et alors à l'extérieur, il y a une plateforme où on peut aller jouer avec les droïdes. Et en fait on est allé sur cette plateforme-là et là le droïde n'a pas fonctionné. Donc c'était gênant. Alors tout de suite je vois ma fille qui est là un peu en panique. Elle me dit mais papa j'ai rien fait. Je dis ben non t'inquiète. Donc on retourne dans Droid Depot. On va près d'un cast member qui encore une fois dans le jeu de rôle nous dit ok je vais aller voir. On a l'atelier de réparation derrière. Je regardais etc. Et en fait c'était le motivateur, donc vraiment le cœur du droïde en fait. Donc sur les bébés c'est vraiment le cœur qui fait rouler le droïde, qui s'appelle le motivateur du coup. Et elle me dit c'est le motivateur qui était défectueux mais je l'ai réparé machin etc. Bon là et après elle me dit donc après la petite prend le droïde, avance un peu et après elle me dit en off j'ai remplacé la pièce quoi. Donc, ok ça va. Et donc là le droïde fonctionne toujours très bien et ça va toujours très bien. Mais très très chouette expérience. Alors là par contre j'ai plus les prix en tête. C'est $120, voilà, c'est ça, plus taxes. En tout cas au moment où on enregistre cet épisode, on ne doute pas que ça pourrait augmenter dans les prochains mois. En tout cas au moment où on enregistre, c'est $120 plus taxes. Et en plus vous pouvez aussi acheter des accessoires, notamment des petites puces. Des puces, le sac à dos. Voilà, exactement. Puis, sinon c'est livré avec 7 boîtes. Voilà. Qu'on a plié et mis dans la valise. Voilà. Custom Astrometech Units. Ça fait une jolie boîte pour les enfants. Ils étaient contents de transporter. Nous on a pris le sac à dos. J'ai été faible. En fait, la dame elle voulait le sac à dos et la puce de personnalité. Ça faisait en prenant les deux, on avait un petit discount. Et puis j'ai dit
Oui, allez-y. Ça a vraiment été. C'est pour la petite, c'est pour la petite. Ouais, mais c'est ça, ça a vraiment été ça. Et puis quand on ressort de là, ma femme me dit mais le sac à dos, c'était compris avec. Je dis peut-être pas. Elle dit et t'as dépensé combien pour ça? Je dis ce ne sont pas les droïdes que tu recherches. Voilà. Les gens auront la ref. Mais du coup bon voilà, j'ai une petite remarque dans le mode c'est encore dans le budget ça, mais bon voilà. Mais oui, c'est dans le budget, ça ne compte Mais pas. c'était pour la petite, donc. Exactement, Voilà, on ça refuse compte pas. rien, on refuse Exactement. rien à ses enfants. Non, c'est vraiment une super expérience aussi. Et puis c'est vrai que de pouvoir tester son droïde, moi j'ai un super souvenir des enfants qui sont en train de tester leur droïde sur la C'est plateforme génial, devant, c'est génial. avec les Stormtroopers qui passent et qui regardent un petit peu ce qui se passe. Mon fils était à fond dedans sur son droïde, d'un seul coup il lève la tête. Et au-dessus de lui, il y avait 2 Stormtroopers qui étaient en train de Ah, c'est surveiller ce qu'il incroyable. était en train de faire. Non, ça, c'est vraiment, on Ouais. est vraiment dans l'interaction et ça me permet du coup de faire la transition Très belle vers transition. les rencontres personnages. C'est vrai que quand on parle d'immersion, ça passe par les décors évidemment, ça passe par les attractions, ça passe par la nourriture, mais ça passe aussi par les personnages et les interactions qu'on peut avoir avec ces personnages. Et Dieu sait que des personnages, on en croise beaucoup. Alors, on les croise pas forcément sur notre route. Parfois, il faut lever un petit peu les Mmh. yeux parce qu'ils sont sur des plateformes, mais ce land est vivant. C'est incroyable. Il y en a partout, tout le temps. Je pense qu'on n'est pas allé une seule fois dans le land sans qu'on rencontre un personnage. Alors beaucoup de Stormtroopers évidemment, qui se baladent un peu partout, qui sont assez drôles aussi. Alors nous on n'a pas vraiment eu d'interaction avec eux, mais par contre on est tombé sur un moment où ils avaient une interaction avec un enfant qui avait un sabre laser, mais qu'il baladait son sabre laser en main. Il dit ah c'est quoi ça, c'est pas autorisé, etc. Enfin voilà, c'était assez drôle. On a eu l'occasion de voir Rey. Alors là, c'est assez marrant parce que en fait, elle se déplace énormément pour pas créer d'attroupement en fait. Et du coup, c'est très très drôle parce que en fait, à chaque fois, elle se déplace, elle fait une ou deux photos avec quelqu'un, puis elle se redéplace et elle dit ah oui, mais il y a le premier rose qui me cherche, j'essaie de partir, qui ne me découvre pas, etc. Et puis allez, ok, je veux bien vite faire une photo sur votre datapad, mais ensuite on court vite là-bas et donc on va dans des coins et des recoins. Il y avait un escalier qu'on n'avait jamais vu à côté de Smuggler Run. Qui en fait remonte vers le Docking Bay 7. Et en fait, c'est caché là dans le coin et c'est là qu'on a pu faire notre photo avec elle. Donc bon, c'était assez génial. sympa. Il y a Kylo Ren aussi évidemment qui se balade. On a vu Mando et Grogu aussi qui étaient là. Alors là par contre, c'était vraiment. Alors déjà c'est anachronique puisque alors autant Grogu pourrait encore être vivant, Mando ça fait quand même quelques temps. Donc faut voir, ou alors il est quand même assez âgé. Mais ils étaient là et c'était pas bon voilà, c'est vraiment si on veut jouer sur la petite bête que je dis ça, mais là par contre il y avait vraiment un attroupement autour d'eux et il y avait une espèce de file pour aller le voir. Donc bon là on n'a pas insisté, on avait eu l'occasion de les voir à Paris, j'avais fait 4 heures de file pour les voir à Paris quand c'était sorti la première fois. C'est important ce que tu dis quand tu parles de fil parce que ce sont pas des points photos. Non, pas du tout. Ce sont des personnages qui se promènent dans le land et il y a pas vraiment de file d'attente. En fait, les personnages disent ah voilà, c'est à ton tour, c'est à ton tour, c'est à ton tour. Ils sélectionnent un peu dans l'attroupement qui se fait autour, mais il n'y a pas de temps d'attente affiché, quoi. Vous pouvez pas savoir si vous allez attendre 5 minutes ou 20 minutes, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Donc nous on a eu de la chance avec Ray. C'est qu'on a pu le faire, on a pu la faire assez vite avec elle. Par contre, Kylo Ren, on n'a pas du tout eu l'occasion en fait. On est passé plusieurs fois à côté. Alors moi, c'est pas un personnage que j'affectionne particulièrement, mais je lui dis bon, allez, on va avoir la photo avec lui, ça peut être sympa. On l'a suivi pendant peut-être 10 minutes. 10 bonnes minutes, on n'a pas eu l'occasion de faire la photo, on a laissé tomber. Voilà, c'est le jeu aussi. Et c'est ça en fait que j'aime beaucoup à Disney World, c'est que les personnages peuvent se balader comme ça sans se faire limite agresser. C'est vrai. Comparé à. Et ça évite du coup d'obliger de faire des fils partout en fait. Et c'est pas propre à la côte Est. Quand on était à Disneyland en Californie, c'était le cas aussi. On a croisé Boba Fett. Et pareil, il n'y avait pas d'attroupement autour comme on pourrait en avoir dans les parcs en Europe. Voilà, chacun attend son tour et on peut faire une photo tranquillement. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Il y a des droïdes aussi qui se baladent dans ce land, là, les tout petits droïdes, trop mignons, qui arrivent dans le land Star Wars Galaxy's Edge. Voilà, c'est plein de choses sympas. Et puis, puisqu'on parle de droïdes, si vous ne les voyez pas en vrai, vous pouvez aussi les avoir en photo via les Magic Shots, parce qu'il y a également des opportunités photos dans ce land de Star Wars Galaxy's Edge. Et ces opportunités photos sont différentes selon le moment de la journée dans ce land, Tony. Ouais, tout à fait. Le matin, c'est beaucoup de Magic Shots
notamment avec BB-8, etc. Ou près des vaisseaux qui sont à côté de Rise of the Resistance. Le soir, par exemple, on a une lumière qui donne super bien sur le Faucon Millenium. Et on a pu faire du coup de très chouettes photos avec le Faucon Millenium à cet endroit-là. Donc c'était plutôt sympa. Et il y a donc juste à côté de la navette du Premier Ordre, il y a un espèce de petit tunnel comme ça. Et en fait là il y a du coup un photographe qui se met et où on peut aller faire des photos avec des sabres laser que lui a, ou quand on a notre propre sabre laser qu'on a fait à Savis Workshop, on peut aller faire la photo là-bas. J'ai fait des photos géniales avec. Le photographe était vraiment super, quoi. Donc ouais, il y a beaucoup d'opportunités photos un peu partout. Il y a des photographes partout en fait. C'est vraiment génial. Ouais, ça fait partie des expériences. Il y a un Stormtrooper qui est en train de s'inviter dans l'épisode. Merci monsieur. Il y a des opportunités photos, puis il y a plein d'autres animations. On a parlé en début d'épisode de ce petit jeu qu'on peut faire avec l'application My Disney Experience, avec les Magic Band Plus en l'occurrence. Il faut, en fait, on est en quelque sorte des chasseurs de primes, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Tu deviens chasseur de primes. En fait, il faut activer donc ça se passe du coup plutôt de l'entrée qui vient de Toy Story Playland. Et là, en fait, il y a une borne où on vient activer en fait sa mission. Et en fait, le Magic Band prend des couleurs différentes selon si on se rapproche ou pas de la cible. Et en fait, il faut aller en gros scanner un endroit pour faire la cible. Et selon plus on avance dans les cibles, plus c'est difficile. Et à terme, on devient un chasseur de primes reconnu en fait. Et on gagne des points au fur et à mesure. On gagne des points, ouais, tout à fait. Ouais. C'est sympa, et si vous n'avez pas le Magic Band Plus et que vous voulez vous amuser quand même dans le land, sachez qu'il y a la possibilité également d'avoir un petit livret de jeu. C'est la première échoppe quand on rentre à droite dans le market, quand on arrive par le land Toy Story Land. Oui. Vous allez demander un petit livret de jeu et à l'intérieur vous avez plein de questions, il faut chercher les réponses dans le land, c'est un petit peu un cherche et trouve. Et alors nous on n'a pas eu le temps de le terminer, donc je ne sais pas quelle est la récompense à la fin, mais quand vous l'avez terminé ce petit livret, vous pouvez aller le rendre. Je sais pas s'il y a une récompense ou si c'est juste un petit sticker pour dire que vous l'avez fini. En tout cas, c'est un truc que j'ai découvert sur mon dernier voyage. Bah écoute, je ne savais pas, donc je vais être obligé d'y retourner pour le faire. C'est dommage. Eh ben voilà. Pas de chance. Tony, c'est pour ça la petite. Ça fait d'excuses de plus. Ouais, c'est pour la petite. Allez, en conclusion de cet épisode, Tony, on va donner envie à nos auditeurs d'aller découvrir ou redécouvrir le land Star Wars Galaxy's Edge. On va finalement conclure avec 3 mots. C'est d'abord immersion. Ouais. Technologie, parce que les attractions sont quand même incroyables. Et puis plaisir, parce que qu'on soit fan ou non de Star Wars, on prend un plaisir fou à découvrir ce land. Ouais, tout à fait. C'est vraiment, pour moi, enfin, bon, encore une fois, je suis un vendu à Star Wars, donc mais même ma femme, qui elle n'est pas du tout fan, elle m'a dit à un moment, tu veux pas qu'on repasse faire un tour dans le land parce qu'on est vraiment bien dedans. Donc c'est un land incroyable. L'immersion est totale. J'entends beaucoup de gens qui ont fait Universal qui disent que c'est le même genre d'immersion qu'on peut avoir du côté d'Harry Potter. Je suis aussi assez fan d'Harry Potter, donc je pense que à notre prochaine visite on fera Universal. Mais ouais, Galaxy's Edge, on est dedans, quoi. On est vraiment dedans et c'est ça qui est incroyable. Eh ben, je crois que ça va donner envie à beaucoup de monde d'y retourner ou alors d'aller découvrir ce land Star Wars Galaxy's Edge qui est dans le parc Hollywood Studios à Walt Disney World. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui, Tony, pour évoquer ce land immersif à Walt Disney World. Pareil, merci beaucoup pour l'invitation. C'était un grand plaisir de refaire un podcast avec toi. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.